Bienvenue à toutes et à tous sur le plateau des ondes clandestines. Aujourd'hui, émission toute particulière consacrée à Robert Badinter et aux avocats sous le prisme du renseignement. Jean-François Carracci nous dresse un tableau lucide de la situation. Écoutons-le. Robert Badinter a fait son entrée au Panthéon. Aujourd'hui, c'est un podcast sur les avocats, mais du point de vue du renseignement et de l'équilibre que peuvent représenter les avocats dans une démocratie. Quand un avocat est pourri, une démocratie est atteinte. Et quand un avocat vaut quelque chose, eh bien, c'est nous autres concitoyens qui vivons mieux les choses. Je ferai absolument pas un podcast au sujet de la peine de mort ou quoi que ce soit parce que c'est pas l'objet. Mon objectif, c'est quoi? Je vous ai parlé d'un avocat à Paris qui voulait utiliser pour profit de son client des faux en écriture en sachant que c'était des faux en écriture. Et cet avocat m'a écrit noir sur blanc cette réalité-là, sa position. J'avais fourni au parquet de Versailles et au bâtonnier de Paris de l'époque, en 2017, fin 2017, début 2018, cette position incroyable d'un avocat parisien dont le prénom est Bruno. Voilà, il y a un avocat parisien, Bruno. Je vous dirai pas le nom de famille parce que si un jour je jette son nom de famille en pâture, c'est pas pour avoir une plainte en diffamation derrière, mais c'est parce que même si les années sont passées, peut-être il y a prescription, mais dans ma tête il y a jamais prescription. Et si je règne, il payera le prix de son audace, de sa folie même, je dirais. Donc ce Bruno, avocat parisien, très proche du groupe immobilier Century 21, eh bien, s'est autorisé à m'écrire cette folie-là. Mais c'est déjà arrivé dans l'histoire, dans ma propre histoire, avec Jacques Martin à Montpellier, qui me construit de toutes pièces des dénonciations, etc. Puisqu'à l'époque, avec Jacques Barbe, on devait s'associer, Jacques Barbe, avocat, pour créer une boîte de fusion-acquisition que m'avait demandé Silvio Berlusconi pour la France. Silvio voulait que je m'occupe de ces fusions-acquisitions pour la France. C'était comme ça qui voulait m'aider pour affronter François-Joseph Carracci, qu'il détestait et pour lequel il avait le plus grand mépris. Parce que Silvio Berlusconi disait de François-Joseph Carracci que c'était une merde, parce que on peut baiser toutes les putes qu'on veut, mais on laisse à l'abri financière et physique sa femme et ses enfants. Et quand on adopte quelqu'un pour après expliquer que cet enfant ne vaut rien, c'est le parent adoptif qui ne vaut rien. Parce que moi, je n'avais rien fait de mal. Donc, Silvio Berlusconi, aussi parce qu'il n'avait pas confiance en affaires avec François Carracci, parce que Silvio Berlusconi savait que François-Joseph Carracci ne valait rien en affaires. C'était un mec très intelligent pour faire de l'argent, Antoine Carracci pareil, mais par contre, ils avaient la trahison dans le sang. Ça venait certainement de leur mère, Vincenza Mancino Carracci, une maltaise qui était ce qu'elle était. Bon, si les petits-enfants de Stéphane, Lionel, William, Karine écoutent ce podcast, ce qui est possible, parce qu'on fait énormément de vues, je leur dirais, c'était votre grand-mère, pas la mienne. Moi, j'ai pas choisi que les Mancino fassent partie de ma vie. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Autant les Navarra, banquiers pour la mafia en Sicile, avec quelque chose d'intéressant, Mimmo, Nini, Giacomo, les trois frères Navarra, qui habitaient entre Palerme et Trapani, dont un était un grand directeur, il l'est toujours peut-être, il doit avoir fin de soixantaine maintenant, était un grand directeur de la banque Monte dei Paschi di Siena. Bon, donc en revenant à nos histoires d'avocats, la profession d'avocat est une profession intéressante mais extrêmement compliquée, à la fois pour tout un chacun, pour nous les justiciables, et à la fois pour eux-mêmes. Parce qu'il est très compliqué d'être avocat. Déjà intellectuellement, il faut être fait pour ça. Moi, Olivia Carracci voulait que je sois avocat. Et j'ai essayé de faire mon droit et j'ai pas réussi. Voilà. Donc je ne suis pas devenu avocat parce que je n'ai très modestement et très humblement pas réussi mon droit. Mais pas réussir son droit, c'est pas forcément ne pas réussir sa vie. D'ailleurs, entre-temps, j'ai réussi ma vie. Déjà parce que j'ai découvert qui j'étais. Parce que je suis allé, non pas frapper à la porte des miens, mais je suis allé pulvériser la porte des miens pour leur dire, je suis un secret de famille, mais c'est pas mon problème.
puis j'écris des livres. Je co-écris des livres avec Bénédicte Karachi-Bouquet, que j'adore, et qui, paraît-il, sont géniaux. Mes podcasts sont super sympas, mon boulot est super sympa, et puis je suis pas en dépression permanente. L'assassinat de mon fils par Roger Cazorla m'a absolument pas fait rire, vous le comprendrez. Et d'ailleurs, j'en parlerai toujours, et ce sera comme ça. Parce que c'est comme ça, voilà, on fait toute une histoire avec Abraham qui va sacrifier Isaac sur la montagne. C'est pas Dieu qui a demandé à Abraham de sacrifier Isaac sur la montagne, parce que si c'est Dieu, c'est que Dieu est fou. Parce que, ah oui, mais c'est pour prouver qu'Abraham aime plus Dieu que son enfant. Mais si Dieu demande à un père de tuer son fils, c'est que c'est le diable qui a joué avec Abraham, c'est pas Dieu. Les Israélites, talmudistes qui écouteront ma diatribe diront que j'ai pété un plomb. Non, pas forcément, parce que j'ai étudié le Talmud, notamment. Le pasteur que je suis devait faire ce genre de choses, puis mon fils était juif. Il était l'enfant d'une juive séfarade. La famille royale de Roumanie descend des 12 tribus d'Israël, de la tribu de David, donc voilà. Mais donc je ne fais pas d'hérésie en expliquant ce que j'ai envie d'expliquer. Donc les avocats. Isabelle Monsénégo qui veut absolument être maire de Courchevel. J'en aurais tellement à dire sur elle. Je me souviens de m'être retrouvé chez le bâtonnier de Montpellier, Jean-Michel Casanova, qui est celui qui a succédé à Jacques Martin à Montpellier, qui était un avocat spécialiste de l'immobilier et comment dirais-je, à l'époque, Isabelle Monsénégo a eu des soucis parce qu'elle s'est très mal comportée avec moi, elle m'a même menacé de mort. Isabelle Monsénégo, dans le hall d'entrée du nouveau palais de justice de Montpellier, nous étions en 2005, et cette femme m'a menacé de mort. J'étais assis au tribunal, j'attendais un ami juge qui était en loge avec moi, parce qu'il faut quand même pas oublier une chose, pour tous ceux qui se sont ris de moi, c'est que je connais tout le monde, En France, en Italie, en Roumanie, je connais tous les gens qu'il faut. Juge, procureur, flic, général, préfet, journaliste. J'ai toujours eu accès à qui je voulais et sans aucune magouille, sans aucune quoi que ce soit. Parce que j'ai toujours fait partie de sociétés secrètes, de sociétés initiatiques qui me permettent que ça soit la Grande Loge nationale française, quand j'ai reçu la lumière en 2004 au sein de la respectable loge Aube Nouvelle, pour l'Orient de Sète, loge 1462, immatriculée, entre les colonnes de la GLNF, rue Christine de Pisan, pareil en Suisse, et en Italie pareil, etc., etc. Donc, moi je veux bien qu'on ricane de moi, mais on ricane d'un mec dangereux. Moi, c'est ça, c'est Roger Cazorla qui voulait absolument que... Non, mais Roger Cazorla disait pas que j'étais dangereux. Roger Cazorla trouvait que j'étais une merde. Et il voulait pas que sa merveilleuse fille ait un enfant avec une merde. Il s'est trompé parce que la merde, en 2004, 2005, 2006, eh bien, en fait, était déjà fils de roi. Hein. Je me suis pas créé fils de roi. Je suis fils de roi depuis que je suis né. Et ça, il l'ignorait, moi aussi. Bon. Je me suis même pas sûr que ça aurait changé quelque chose parce que il m'aurait demandé des millions d'euros pour avoir le droit que mon fils survive, parce que c'était ce genre d'homme-là. Homme qui voulait devenir commissaire de police, il se vantait d'avoir réussi le concours de commissaire de police dans sa jeunesse. Ce qui, vu le grand menteur qu'il était, prête à caution et à suggestion. Donc les avocats, vous êtes victime ou vous êtes coupable. Ne dit-on pas que, suivant de quelle extraction nous ne sommes pas égaux devant la loi. C'est même pas la question. C'est que même les riches peuvent être en danger avec les avocats. Et les pauvres, n'en parlons pas parce que c'est trop aléatoire. Il y a un truc qui ne va pas dans la façon d'administrer la justice, côté coupable comme côté innocent, dans cette façon d'aller chercher la preuve, de la défendre, de condamner des faits. Si vous avez un juge de droite, de gauche, un homme, une femme... un protestant, un catholique, un orthodoxe, etc., etc., vous prendrez 6 mois avec sursis ou 6 ans ferme pour exactement la même chose. On dit, c'est la faute, pas de chance, c'est le hasard. Quel hasard de quoi? Ce merveilleux code Napoléon qui est censé exister n'est-il pas fait pour que les choses se passent autrement? Moi, c'est tout. Quand
François-Joseph Carracci, avec son avocat Jacques Martin, ont détruit les relevés de banque du CIC de Montpellier qui prouvaient que j'avais bien investi pour Olivia Carracci et Catalina Moragues en Chine à leur seul bénéfice, que cet investissement a été remboursé. C'est-à-dire que l'argent censé être volé est revenu sur le compte de la victime. Non pas que j'ai eu peur ou que j'avais changé d'avis, mais c'était un investissement. J'avais dit à Chen Fei, écoute, j'ai un souci, Olivia a changé d'avis. Et Charles Moragues, à qui c'est son père, à qui l'argent appartenait, eh bien, est très malade et après il est mort. Non. Et elle m'a dit, ça me déstabilise un peu le début d'activité de la société, mais je vois bien que tu en as besoin. Donc Chen Fei a été d'une très grande honnêteté en faisant comme ça. Elle aurait pu ne plus jamais donner de signal de vie, elle aurait pu ne jamais rembourser la mise de départ, et pourtant elle l'a fait. Elle a été parfaite. Et il y avait les preuves de tout cela. Et quand j'ai su que j'avais été condamné, que je l'ai dit aux flics, aux juges, aux gendarmes, aux JAP, ils en avaient rien à cirer. Et c'est normal qu'ils en avaient rien à cirer, puisqu'il y avait l'autorité de la chose de juger. C'était terminé. On m'a dit, Monsieur Carracci, c'est vous qui le dites, avec un petit ricanement à chaque fois. J'ai dû accepter ma peine, dans tous les sens du terme, d'ailleurs, le mot peine. J'ai pas fait du Nicolas Sarkozy en jouant au héros des temps modernes, en expliquant qu'avec moi, la démocratie est en danger. Je laisse ça aux enfants de putain comme Nicolas Sarkozy, Claude Guéant et bien d'autres pour expliquer je sais pas quoi. Non, on a le fils Sarkozy qui explique que c'est quand on est un homme dangereux qu'on montre ce qu'on est. Enfin, mais le problème, c'est que les mecs, ils tournent à la cocaïne et après, on veut en faire le maire de Menton, on veut en faire le sénateur de Menton. Voilà. Le problème, il est là. Voilà. Il faudrait déjà, au-delà de dire, toute personne condamnée n'a pas le droit de se représenter. Si, parce que moi, j'ai eu une condamnation et je suis un mec honnête, hein. Je paye mes impôts, j'ai pas de dette, je brûle pas de feu rouge, enfin, je dis bonjour aux gens, enfin, la moralité même, hein, pardon, hein. Mais, il n'y a pas que il faudrait aussi faire les dépistages, hein. Quelqu'un qui se drogue ne peut pas avoir de haute fonction parce que la cocaïne, c'est le mal dans le sang. C'est le diable en soi. D'ailleurs, Gérard Fauré, dealer, entre trois conneries qu'il peut raconter, a dit une vérité, c'est celle-là, c'est que oui, les gens qui sont sous cocaïne ou héroïne sont fous parce que c'est une substance qui a beau être blanche et pure comme la neige, elle fait rentrer le diable en soi. Donc vous allez filer l'argent public à des gens qui ont le diable en eux, on le voit avec l'Élysée, on voit ce que ça donne, hein, tout simplement. Hein. Les types ont peur de rien, mais pas parce qu'ils sont courageux, c'est parce que la cocaïne et l'héroïne font que le peu de conscience qu'ils peuvent avoir, parfois, quand ils en ont, disparaît. Donc les avocats à la Badinter, pourquoi pas, mais Badinter a eu beaucoup de chance dans sa malchance parce que c'était à l'issue de la guerre, etc. Et c'était bien sûr terrible pour les Juifs, cette Seconde Guerre mondiale, et la suite qui en a découlé. Mais par contre, il a baisé utile, hein, parce que la mère Badinter, c'est quand même l'héritière du groupe Le Publicis. Donc un avocat qui épouse une milliardaire et qui après joue au héros en se choisissant ses procès, en sachant très bien qu'il n'aura pas de quoi avoir payé ses factures, c'est plus facile quand même, hein, que d'être un besogneux qui a besoin de trouver des affaires et de le gagner pour avoir absolument besoin de bouffer. Donc Robert Badinter était avant tout un avocat, un dandy de salon, hein, un avocat de haute société qui était financé par son épouse, hein, héritière du groupe Publicis, actuellement encore, toujours, Publicis lui appartient, à Madame Badinter qui, pareil, pouvait se la jouer philosophe et psychologue dans son parcours professionnel parce qu'elle savait qu'elle manquerait de rien. Moi-même, si j'avais pas été déshérité et volé, j'aurais eu une trajectoire personnelle et professionnelle très différente. J'aurais sorti beaucoup plus de livres, etc., etc. Ma vie matérielle serait très différente. Mais le ciel a décidé que je vive des épreuves pour que ces épreuves-là me construisent et non pas qu'elles me détruisent. Donc tact. Et voilà, ne pas oublier qu'un avocat, c'est une profession rugueuse, rigoureuse, et que malheureusement, parce que les avocats ont besoin de payer leurs factures, très souvent, pour leurs clients, ils font absolument n'importe quoi.
Et quand ils sont pris le doigt dans le pot de confiture, mon Dieu, qu'est-ce qu'ils savent jouer aux victimes. Ou nous expliquer qu'attaquer un avocat qui a fait quelque chose de mal, c'est attaquer la démocratie. Ok. Et voilà, les ondes clandestines, c'est terminé pour ce soir. Merci de nous avoir suivis sur cette émission consacrée aux avocats. Et nous leur rendons hommage, un tant soit peu, tout en mettant l'accent en fait sur l'argent. L'argent qui corrompt et qui peut rendre en fait la profession délicate à gérer. Merci de nous avoir suivis. À bientôt. Au revoir.